À titre d'autres demandes de parole, j'ai noté quelques remarques. Peut-être que Jean-Louis Issakhilis fera aussi quelques réponses. J'ai entendu 4 fois dans votre bouche, Madame Chopard, le terme sincérité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne veux pas que vous laissiez insinuer le fait que, ou laisser penser que nous faisons des choses qui ne sont pas sincères. En tout cas, que le budget puisse ne pas être sincère. Et donc, j'aimerais bien que ce soit un peu plus modéré. 4 fois, vous l'avez dit. Je le redis, en fait, on a eu une année 2020. Vous l'avez souligné l'une et l'autre. À chaque fois, vous dites il y a quand même eu ça, mais néanmoins, en fait, vous n'avez pas réalisé les choses. Néanmoins, cette année 2020 a été particulière, puisque le conseil municipal, d'une part, a été installé qu'en mai au lieu d'être installé en mars, premièrement. Deuxièmement, il y a eu la crise de Covid qui a eu un certain nombre de répercussions et sur le premier semestre et sur le deuxième semestre que vous connaissez tous et toutes. Donc je pense qu'il est difficile de faire un procès d'intention sur un budget voté avant toute cette phase-là et sur une réalisation qui, en fait, est contrainte par toute la phase tout ce qu'on a pu connaître. Et Mme Egal le dit, 2021 va peut-être aussi, en fait, avoir des impacts de ce type-là. Donc, et le fait d'avoir un budget différent du réel, ou un réel différent du budget, ça n'est pas étonnant. On l'expliquait, en termes de fonctionnement, vous avez vu, c'est quand même, on est à 93% de réalisation des dépenses, et on est aux alentours de 99% de réalisation des recettes, malgré une baisse des recettes, en fait, sur la partie recettes tarifées. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait des écarts extrêmement significatifs entre l'un et l'autre. Après, c'est sur les investissements, effectivement, qu'il y a des écarts qui sont à noter. Et ne nous trompons pas, en fait, les décalages. J'ai voulu rappeler tout à l'heure cette question de trésorerie, et notamment sur la question des investissements. Lorsqu'on peut très bien avoir fini une opération en totalité d'investissement, mais ne la payer que l'année suivante. Et donc, clairement, on se retrouve à avoir réalisé des projets sans en avoir la dépense au CA de l'année. Ça, c'est un fait. Et budgétairement, je le rappelle, les trésoreries publiques demandent à ce que soit inscrit au budget l'ensemble des sommes qui seront engagées et pas forcément payées, engagées pour pouvoir ensuite, j'allais dire, valider le fait que les commissions appel d'offres, en fait, ont bien lancé le sujet et que les sommes pour lesquelles la commission appel d'offres s'est engagée sont bien inscrites au budget. Et clairement, on se retrouve avec des décalages qui sont chaque année apparents, des décalages entre ce qu'on a au budget et ce qu'on a réalisé. D'où la question des reports. Et ça n'a rien d'étonnant de trouver des reports dans toutes les collectivités, en tout cas au moins sur cette partie-là. Je l'ai redit aussi tout à l'heure, vous avez insisté l'une et l'autre sur la question des logements, l'1,2 million. Je vais le redire, on ne s'interdit pas en cours d'année de dire on avait prévu quelque chose, on ne va pas le faire pour tout un tas de raisons. Là, c'est une décision politique, également une décision financière. On ne va pas le faire parce qu'on a trouvé une autre façon de le faire et justement qui répond à un certain nombre d'autres obligations. En l'occurrence, la question des logements, c'était plutôt intelligent ce qu'on a fait, je pense, du fait qu'on c'était des logements qui étaient des logements communaux, loués à du personnel communal, à des prix sociaux, mais qui ne comptaient pas dans les logements sociaux. On avait envisagé quand même 1,2 million euros de réfection, de rénovation de ces bâtiments et de ces logements. On a trouvé une solution pour les faire par d'autres, donc par un bailleur social, et les transformer en logement social. Donc je pense que là, plutôt que de mettre l'accent sur le fait qu'on n'a pas dépensé le budget, je pense que le mieux, ça aurait été de dire, c'est plutôt une bonne chose. En l'occurrence, en fait, ce sont effectivement des logements à vocation sociale, puisqu'ils accueillent du personnel qui est largement dans les plafonds du logement social. Et donc, là aussi, en fait, ça augmente
notre taux de logement social, je pense que personne ne peut avoir quoi que ce soit à redire là-dessus. Et la question de « on n'a pas fait les dépenses, mais on a transformé en recettes », oui, mais la recette, en fait, elle va arriver en 2021 au plus tôt. Donc, en fait, là aussi, il y a un décalage. On n'a pas fait les dépenses, mais la recette arrivera plus tard. Donc, attention à ces choses-là. En fait, il ne faut pas non plus en tirer des conclusions trop hâtives. Sur la question de la Covid, on ne l'a pas remis, mais en fait, je pense que, et au DOB, et au débat d'orientation budgétaire et au budget, on avait fait un slide, en tout cas, on aurait pu remettre là, sur l'impact de la Covid, que ce soit en fonctionnement et en investissement. Les 429 000 euros sur investissement liés à la piscine, par exemple, et puis après, les pertes de recettes cantine et autres cultures, et puis les dépenses complémentaires qu'on a pu faire. Donc c'était un slide qu'on avait intégré. Il y a une chose qu'on verra. Vous dites, en fait, on a une capacité d'investissement. Oui, heureusement qu'on a une capacité d'investissement, compte tenu des investissements qui vont être à faire. Je peux vous dire que, heureusement qu'on a cette capacité et que nous avons une capacité d'autofinancement qui soit suffisamment confortable pour éviter d'avoir un recours trop important à l'emprunt. Il est fort possible qu'on ait recours à l'emprunt. Mais en tout cas, ça permettra d'amortir un petit peu cette question-là. Et c'est à la fin de la mandature qu'on verra ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. On peut regarder année par année, mais je pense que quand on regarde dans le rétroviseur en 2026, à mon avis, on n'aura pas à rougir de ce que nous avons réalisé. Et il y a une chose, Mme Chopard, que vous avez dite, que vous aviez déjà dit l'année dernière, c'est le fait que vous disiez, ah ben, des dépenses étaient prévues au budget, vous avez prévu de ne pas les faire, la question du logement. En fait, vous pourriez les replacer, les réaffecter sur d'autres investissements. Je crois que vous connaissez un peu la question des collectivités locales. Lorsque, sur le logement, on s'est orienté, je crois que c'était à l'été 2020, on s'est dit, en fait, on ne va pas faire ça, on va procéder différemment. Les 1,2 million de dépenses, pour les réaffecter sur du budget d'investissement et relancer des projets d'investissement, en fait, sur 2020, pour les dépenses en 2020, vous savez tout le process. Il y a des études à faire, il y a des marchés publics à lancer. En fait, c'est pas possible de switcher comme ça, non pas du jour au lendemain, mais sur la même année, des dépenses non réalisées, décidées volontairement, avec des dépenses nouvelles que nous pourrions engager. Je ne vois pas une collectivité qui serait capable de faire ça. Sauf si on dit, c'est au 1er janvier qu'on a décidé de ne pas la faire, et en fait, on va faire la dépense au 31 décembre. Si on a suffisamment de temps, on se laisse un an pour le faire, sur un investissement qui ne nécessite pas non plus un travail de préalable d'analyse et d'études. Donc clairement, il faut s'enlever de la tête le fait qu'on peut facilement switcher d'un programme d'investissement donné à un autre programme d'investissement sur la même année. Ça, c'est pas possible. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible, en tout cas. Madame Egal, vous dites, effectivement, il y a une CAF record. Si on regarde le montant, là, les 4,7 millions, effectivement, la CAF, la capacité d'autofinancement, est plus importante que celle de 2019, qui était à 4,429 millions. Mais si on regarde bien le solde des opérations spécifiquement de l'année, il n'est pas de 4,7 millions, puisqu'il y avait un report d'1,26 million de l'année précédente, il est de 3,687 millions. Ça veut dire qu'on a effectivement une CAF, c'est-à-dire une CAF dégagée sur l'exercice 2020, qui est moins importante en 2020 qu'en 2019, ce qui est logique, compte tenu d'un certain nombre de choses qu'on vient de dire ici, et y compris de la crise Covid, qui nous a généré une perte de recettes non négligeable, alors qu'on n'a pas bénéficié, contrairement à des entreprises privées, de modalités de chômage partiel de la part de l'État. Ce qui est logique, hein. Mais en tout cas, on a bien une CAF qui baisse. Facialement, elle paraît ne pas baisser, mais elle baisse réellement. Et pour moi, la CAF qui est importante, c'est les dépenses de l'année, ou les recettes de l'année, moins les dépenses de l'année. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. On ne parle plus de report ou de réserve précédente. Hein. Donc là, on parle des opérations spécifiquement de l'année. Et puis, je vais aussi, vous parliez de la sonde du pont des Chasses. Là aussi, ça fait partie des projets qu'on peut être amené à vouloir réaliser. Jean-Philippe Ollier, qui se débat aussi avec ce sujet. Il se débat avec beaucoup de sujets actuellement. Hein. La sonde du pont des Chasses, on avait un projet, en fait, de réaliser une sente paysagère. Il se trouve que dès que des riverains ont connu ce projet-là, c'était levée de boucliers, c'est branle-bas de combat, sortons les herses.
exprimons tout de suite l'opposition des riverains. Pour tout un tas de raisons, hein, je ne vais pas revenir dessus. Bon, ok, on a entendu, Jean-Philippe Ollier a fait une réunion publique en fait, sur avec les riverains de la Sente, et en l'occurrence, en fait, les riverains nous ont proposé autre chose. Au lieu de faire une dépense, on vous propose une recette. Donc ils nous proposent de racheter eux-mêmes la Sente et de diviser la Sente en terrain que nous pourrions revendre à ces mêmes riverains. Voilà, et agrandir un jardin, ce genre de choses. Donc là, on est en train de réfléchir à plein d'autres choses, en fait, à ce sujet-là. Donc on essaie de prendre la balance entre ce que nous envisageons de faire et ce que nous proposent des Viroflésiens. Vous savez, les Viroflésiens ont des idées, ont des propositions à nous faire, ils les font, et puis après on voit l'intérêt général. Et donc peut-être qu'effectivement cette Sente du Pont-les-Chasses ne se fera pas telle que nous l'avions prévu, et qu'elle générera des recettes au lieu de générer des dépenses. Voilà. Mais là aussi, c'est l'intérêt général qui va primer, pas forcément l'intérêt général juste des riverains, mais est-ce qu'il y a un intérêt général global à faire cette opération-là, ou à faire une autre opération? Pourquoi pas? C'est une réserve foncière, hein, je rappelle aussi. Donc rien n'interdit de construire dessus, rien n'interdire de la mettre dans un autre projet un peu plus large de type projet écologique ou ce genre de choses. Donc ce sont des choses à voir. Voilà. Un peu ce que je voulais un peu redire en fait dans à l'issue de ce débat. D'autres remarques, Monsieur Issakidis? Oui, mais Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, je suis toujours étonné en fait des griefs qui nous sont faits, mais bon, c'est un autre sujet. Je notais quelques petites contradictions intéressantes, c'est-à-dire où à la fois on nous reproche de ne pas avoir en cours d'année consenti des investissements ailleurs que là où nous les aurions prévus du fait d'impossibilités liées à la crise sanitaire, et en même temps on nous reproche en permanence faussement, hein, de ne pas faire assez de consultations participatives. Si vous pouvez m'indiquer comment en 2020 nous pouvions en cours d'année changer le périmètre d'un certain nombre de projets et simultanément consulter des habitants qui eux-mêmes étaient cloîtrés chez eux, je suis preneur. Et vous avez sûrement un ami qui s'appelle Harry Potter qui aurait pu vous aider, mais moi je ne sais pas comment faire. Donc il y a une contradiction finalement dont on voit bien les limites de l'argument, quoi. Ensuite, pour le reste, parlant de la capacité d'autofinancement, c'est pas une mauvaise nouvelle qu'elle soit à un bon niveau, hein. Je répète tous les ans la même chose. Si nous avions une capacité d'autofinancement importante et que par ailleurs nous augmentions les impôts tout le temps, nous pourrions être incriminés de lever de l'argent des Viroflésiens dans leur poche et de ne pas l'utiliser à quoi que ce soit. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ça fait 11 ans qu'on n'a pas touché les taux, vous le savez très bien. Donc que la capacité d'autofinancement soit ce qu'elle est, bien qu'elle ait baissé en 2020, ça a été rappelé, eh bien, est la manifestation d'un ensemble de choses, la principale étant que nous avons pu, avec une certaine agilité, que nous ont reconnu l'année dernière, en tous les cas les électeurs, transformer tout au long de ces dernières années un certain nombre de frais fixes en des frais variables, permettant notamment de s'adapter aux circonstances. Il n'est pas anormal, face à des situations changeantes, de changer soi-même le périmètre et les objectifs qui sont les nôtres. Je dirais même que ce serait l'inverse qui serait criminel. Continuer au cours d'une année où des circonstances particulières surgissent, de dire non, moi je m'en fiche, je fais toujours la même chose, je vais jusqu'au bout, parce que je l'ai décidé comme ça, quelques mois avant, en ignorant totalement les faits qui sont têtus et qui s'imposent. Donc je ne vois pas, moi, dans ces arguments, quoi que ce soit qui soit à charge, bien au contraire, la reconnaissance d'une certaine souplesse adaptative. Gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est aussi prendre en compte les circonstances environnantes et faire ce qu'il faut en regard. Parlons des APCP, pour revenir à des sujets un peu plus techniques. On y a pensé depuis fort longtemps, hein, les APCP. On n'a pas attendu qu'on nous en parle. Le problème des APCP, il est majeur. D'abord, ce sont des dispositifs qui sont très peu souples d'adaptation, il faut le savoir. Par exemple, on avait envisagé des APCP pour tout ce qui touche à la voirie, mais quid de ces APCP lorsque le changement de compétences nous glisse entre les mains et passe dans celui des agglomérations? On voit bien qu'un APCP est quelque chose qui a une faiblesse en regard des circonstances environnantes, c'est-à-dire qu'il pose des éléments
d'une autorisation de programme qui se veut multi-annuelle, ce qui est plutôt bon signe, puisque ça traduit une volonté de long terme qu'on sert au fur et à mesure que le temps passe. Mais encore faut-il que le contexte général soit stable. Quand on est dans une instabilité législative permanente, eh bien, ce genre d'outil n'offre pas de modalités d'adaptation suffisamment simples, puisqu'on est obligé à chaque fois de repasser en conseil, revisiter des doctrines qu'on doit décrire, etc. Il y a toute une lourdeur paperassière qui accompagne ces APCP qu'on connaît très bien, qui seraient de très bons outils si, d'aventure, au niveau de l'exécutif, à un moment donné, un moratoire sur un certain nombre de sujets était prononcé, nous donnant une visibilité sur quelques années, une stabilité en quelque sorte. Et puis là, on pourrait envisager beaucoup plus sérieusement des APCP. Des départements le font, d'autres le font parce qu'ils ont une maîtrise plus proche finalement des choses, et puis sur des enjeux qui n'engagent pas un pourcentage trop important au-delà du raisonnable de leur budget, qui leur permettent, malgré des changements intempestifs en cours de route, d'absorber, d'amortir finalement ces choses-là. Quant à la sincérité des budgets, c'est un sujet qui revient régulièrement, mais là encore, je souligne une contradiction. En gros, on nous reproche à tort une forme d'insincérité. Alors, qu'est-ce que c'est que la sincérité? Est-ce qu'on devrait présenter un budget, je dirais, minimaliste, au prétexte de dire on va y arriver à l'euro près, compte tenu d'un environnement changeant permanent, comme je l'ai dit. Et puis de toute façon, c'est d'autant plus irréaliste qu'il existe un outil qui s'appelle les décisions modificatives, vous le savez très bien, qui est fait justement pour pouvoir s'adapter aux situations au fur et à mesure qu'on les découvre, parce que la vie est ainsi. Le budget, quant à lui, comparé au CA, on le dit à chaque fois, je le répète encore, est un budget maximum de dépenses, et donc il n'est pas choquant ou anormal qu'on fasse mieux que le budget maximum, puisque nous sommes soucieux du bon usage de l'argent des habitants, et je crois qu'ils nous le reconnaissent volontiers. Donc voilà, un ensemble de choses qui finalement, je pense, amoindrissent la portée d'un certain nombre de critiques qui sont formulées, et que les chiffres démontrent, à la fois sur l'année 2020, mais aussi dans la durée. Juste un tout petit point technique, je reviens sur les questions des APCP, autorisation de programme, crédit de paiement. C'est vrai que, contrairement à une démarche budgétaire classique, où on inscrit en fait ce qui est théoriquement à engager pour pouvoir justement lancer l'opération, c'est-à-dire un montant global au budget, on décide d'une autorisation de programme qui est très globale, et après on inscrit au budget chaque année les crédits de paiement, c'est-à-dire ce qui va être dépensé durant l'année. Ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des écarts entre ce qui est prévu à être dépensé au budget et ce qui est réellement réalisé au CA dans le compte tenu d'un certain nombre de circonstances. Mais néanmoins, j'allais dire, sur des communes moyennes comme Viroflay, la question des APCP, en fait, se pose beaucoup moins parce que, on faisait référence au département, je connais plutôt bien. Effectivement, dans le département, on inscrit en autorisation de programme la construction de 10 collèges. Et en fait, l'autorisation de programme va durer pendant plusieurs années. Et après, donc on dit c'est le collège de Vélizy, c'est celui-là, c'est ainsi de suite. Et après, on va dire, au fur et à mesure que les opérations se lancent, on inscrit dans le budget les crédits de paiement correspondant à chacune des opérations. Mais j'ai déjà vu dans le temps, dans certaines collectivités de type région ou département, des autorisations de programme, mais sur des milliards d'euros qui n'ont jamais été balayés, qui n'ont jamais été nettoyés, et qui, au final, en fait, contiennent toujours des opérations qui ne se feront jamais, par exemple. Et donc, au final, en fait, il y a régulièrement un gros nettoyage à faire, et ça se compte par milliards la plupart du temps, ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, on est sur une taille de commune qui, à mon sens, en fait, il est plus compliqué de se mettre dans une logique de type APCP. Peut-être sur les programmes de voirie, on peut dire on fait un programme pluriannuel de voirie, un peu comme on l'a fait, on pourrait le faire en APCP. En l'occurrence, on n'a pas prévu de le faire. Et j'ajouterai une toute dernière chose, c'est le fait que peut-être qu'il vous a échappé une ligne vous a échappé dans les charges à caractère général, c'est la ligne fluide énergie. En fait, nous avions fluide énergie, donc c'est électricité, gaz, ce genre de choses. Nous avions en 2019 569 000 € dépensés sur cette ligne-là. En 2020, nous en avons eu 410 000.
On peut dire 2020, c'est une année où la température était un peu plus importante, on a moins dépensé. Mais néanmoins, lorsqu'on regarde sur une longue période, je crois que si on remonte sur une dizaine d'années, on devait être, il y a 10 ans, aux alentours de 700 ou 750 000 euros en termes de fluide énergie. 780 000 euros. Et là, on passe à 410. Alors peut-être que si les températures sont plus froides comme cette année, en 2021, on aura une... Et qu'il faudrait garder les fenêtres ouvertes toute la journée pour aérer, évidemment. Mais en l'occurrence, c'est un élément qui est important en fait, à rappeler, qui montre bien que tous les travaux qu'on a pu lancer dans un certain nombre de bâtiments publics, des travaux de changement de chaudière, un certain nombre de choses, nous permettent progressivement de réduire cette dépense. Alors, vous voyez, c'est de 780 à 410, bon, imaginons que ce soit 500 000, bon, c'est 280 000 sur 10 ans de réaliser, face à plusieurs millions de travaux, ça c'est clair. Mais néanmoins, et durant cette période-là, je ne pense pas que le prix des fluides est réellement baissé, en l'occurrence. Donc je pense que notre consommation a largement baissé, davantage baissé en tout cas, que les prix n'ont augmenté. Et donc nos efforts sont donc de cette façon tout à fait récompensés. À un moment donné, on va arriver à un montant qui va être presque incompressible, en l'occurrence, en termes sur cette ligne-là. Voilà, donc je voulais le signaler parce que personne n'a fait la remarque. Voilà, je vais devoir... Madame Chopard. Je voulais juste reprendre la parole. Je vous remercie d'avoir souligné que je connaissais un peu les collectivités locales, parce qu'effectivement, c'est le cas. Et en fait, moi, je suis quand même surprise par votre discours, parce que d'une part, vous dites que c'est possible de faire des décisions modificatives. D'autre part, vous dites que c'est pas possible. Je reprends le cas précis du logement. J'ai bien conscience qu'1 million, on ne peut pas les redépenser sur une opération qui n'aurait pas été prévue dès l'année précédente. Pour autant, vous pouviez inscrire une ligne, ça actait d'une ligne thématique qui était un engagement à faire dans le domaine du logement, voilà, sur une opération qui, a priori, n'était pas encore complètement définie. Mais souvenez-vous, au moment du vote du budget, vous nous aviez dit que vous inscriviez un peu plus d'1 million sur l'opération de réhabilitation de Dieu-le-Veut, alors même que le programme n'était pas construit. Et donc, en fait, ce n'était pas forcément aberrant d'inscrire des lignes de plus d'1 million d'euros sur des objets qu'on n'avait pas encore bien définis. Donc voilà, il y a le problème de cohérence, voilà. Je pense qu'il est des deux côtés. Et je reviendrai aussi sur la question quand même des réalisés sur l'année. Parce que vous nous dites, il y a des opérations qui ont été complètement réalisées sur l'année 2020 et qui vont être payées en 2021. Alors, comme je connais un petit peu les collectivités locales, je sais que normalement, ce n'est pas possible. Une opération qu'on a fait sur une année, on a forcément dépensé des montants, ne serait-ce que des montants de maîtrise d'œuvre, de diagnostic technique. On a fait des avances forfaitaires aux entreprises. Et puis après, il y a des échéanciers de paiement qui font qu'on peut avoir des petits reliquats de paiement, mais pas 100% du montant à payer sur l'année suivante. Voilà, et puis pour revenir sur la question de la sincérité, alors ce que j'ai dit, c'est pas que vous étiez insincère, j'ai dit que vous pouviez laisser penser que parfois c'était insincère, puisque ça fait quand même des années que vous inscrivez 8 ou 9 millions d'euros en investissement. Avec les reports et la capacité d'autofinancement, vous arrivez à des budgets prévisionnels à dépenser sur l'année qui sont de l'ordre de 15 millions, 18 millions sur cette année. Et puis tous les ans, on voit que finalement, vous êtes un peu capé à 6 millions de réalisations parce que vous avez des équipes aussi qui ne peuvent pas se démultiplier et que tous les ans, vous dépensez à peu près 6 millions. Donc comme vous avez quand même cette expérience de longue date de ce que vous êtes en mesure de dépenser sur une année, c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien pourquoi tous les ans, vous êtes sur ce système de report, de réinjecter de la capacité d'autofinancement, qui fait que finalement, on est sur un réalisé de l'ordre de 25 ou 35% de l'ensemble des sommes qui ont été affectées sur le budget d'investissement. Bon, ok. Moi, ce que je vois, c'est que des projets se réalisent. On
on ne dépense pas à tort et à travers, on n'emprunte pas à tort et à travers, et que le système des reports est un système qui est un système généralisé dans toute la fonction publique territoriale. Donc je ne pense pas que nous soyons une commune tout à fait différente des autres dans ce domaine-là. Donc oui, on peut toujours faire mieux, mais j'ai jamais vu une collectivité qui faisait exactement le montant de ces investissements en réalisé. Et l'autre chose, c'est pas exact ce que vous dites. Je n'ai jamais dit des travaux réalisés à 100% qui seront payés à 100% l'année suivante. C'est pas ça ce que j'ai dit. Les travaux réalisés à 100% sont payés partiellement sur l'année et il y a un solde à payer, plus ou moins important, qui dépend de beaucoup de choses et qui dépend notamment de la capacité des entreprises à émettre aussi leurs factures rapidement, ce qui n'est pas forcément une évidence. Je peux vous dire que certaines entreprises tardent à envoyer leurs factures, et ce n'est pas parce qu'on leur demande de tarder, hein. C'est parce qu'elles tardent. Bon, elles n'ont peut-être pas besoin de trésorerie, et donc si ça arrive au-delà d'une certaine date, effectivement, le paiement ne peut pas être imputé sur l'année qui vient de s'écouler. C'est aussi simple que ça. Voilà, je vais m'absenter. Ah, Mme Egal, vous ne voulez pas que je m'absente ? Il n'y a pas de souci. Juste peut-être une précision, je pense que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Sur la centre du pont des Chasses, très bien, vous nous avez profité pour nous donner des explications sur ce projet. La remarque que je faisais, c'est tel qu'avait été présenté le budget en 2020, l'existence d'un projet sur la centre des ponts des Chasses n'était pas visible. C'est en ce sens que je dis qu'il y a un souci dans la façon de présenter le budget, puisqu'en fait, on n'a pas une bonne lecture, en fait, de ce que vous projetez de faire. Et donc, on ne peut pas correctement se prononcer. Et ça, c'est un exemple, puisque cette ligne n'était pas visible, et on la voit apparaître au moment du compte administratif. Donc, ce qu'on nous demande, et je pense que Mme Chopard l'a évoqué également tout à l'heure, c'est des rapports d'activité, pas seulement des chiffres, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc, il y a des commentaires, comme je l'ai dit, ils ont été donnés en séance, mais on ne les avait absolument pas dans les supports pour les discuter, pour préparer justement l'échange qu'on a ici ce soir. Et c'est la même chose en termes de budget. En fait, les détails sont insuffisants, ce qui fait qu'on n'a pas une bonne visibilité de ce que vraiment la ville veut lancer. Voilà. Un point supplémentaire. Concernant les investissements, j'ai quand même bien le sentiment que sur ce début d'année 2020, on avait la liste des investissements possibles. D'ailleurs, vous l'avez dit en disant on verra bien à la fin de la mandature ce qu'on a fini par réaliser. Donc, en gros, on a bien là le catalogue en fait des projets désirés pour l'ensemble de la mandature, et on est un petit peu loin du budget 2020 à proprement parler. Voilà, je pense qu'il y a des écarts et que ça conforte mes propos. Voilà. Très bien. Sachant que dans le budget, en fait, vous demandez plus de détails dans le budget, mais en fait, plus de détails, ça veut dire qu'on va descendre un peu plus en valeur, et il est fort possible qu'on ait encore, que ça fasse apparaître encore plus d'écart sur les projets qui ne seront pas réalisés. Donc je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre tout ça, et je ne veux pas avoir des tableaux de 10 km de long. Là aussi, il y a une marge d'incertitude qu'il faut avoir, en fait, compte tenu des circonstances. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais je ne pense pas qu'on puisse rentrer davantage dans le détail. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, je vais laisser la présidence, si vous en êtes d'accord, à Pauline Biodel, ma première adjointe. Moi, je vais m'absenter parce que je n'ai pas le droit de participer au vote. Je dois vous laisser entièrement libre de votre vote.